Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Imaginez un peu, une femme qui est une cuisinière incroyable, vraiment talentueuse, regarde son propre fils adolescent préparer un plat de pâtes pour la toute première fois. Et au lieu d'être fière, au lieu d'être cette maman encourageante que nous rêvons tous d'avoir, elle le sabote. À table. Devant tout le monde. Comme ça, ouvertement. Sans aucune honte. Et puis, oh, ça devient encore meilleur, elle lui interdit pratiquement de remettre les pieds dans la cuisine de sa propre famille. Parce qu'apparemment, un garçon de 13 ans qui essaie de faire une carbonara représente une menace personnelle. Là, vous vous dites sûrement, bon, elle est juste un peu jalouse, ça va lui passer. Oui, une réaction totalement normale. Sauf que, ça ne lui est pas passé. Elle est partie dans une direction complètement différente. Une direction folle. Je ne vais pas vous gâcher la surprise. Mais disons simplement, qu'un mauvais dîner de pâtes s'est terminé par des papiers de divorce remis, dans un hôpital. Alors restez avec nous et plongez au cœur de cette histoire pour découvrir toute la vérité. Ma femme a détruit la passion de notre fils pour la cuisine, mais après une overdose et une infidélité, je lui ai remis les papiers du divorce à l'hôpital. Ma femme, Hélène, 36 ans, et moi, 38 ans, avons de sérieux problèmes dans notre mariage. Hélène est à moitié portugaise et a grandi dans une famille où la cuisine était une affaire très sérieuse. Sa grand-mère lui a tout appris, et lorsque nous nous sommes rencontrés, elle était déjà une cuisinière incroyable capable de rendre n'importe quel plat délicieux. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, sa cuisine m'a complètement impressionné. J'ai grandi en mangeant des plats surgelés et des repas à emporter parce que mes parents n'avaient jamais vraiment appris à cuisiner. J'ai essayé quelques fois quand j'étais plus jeune, mais tout finissait soit brûlé, soit sans goût. Alors, quand Hélène a préparé la recette de morue de sa grand-mère lors de notre 3e rendez-vous, j'ai su que je voulais l'épouser. Je n'exagère pas quand je dis que sa cuisine a été l'une des principales raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux. Pendant tout notre mariage, la cuisine a toujours été son territoire. Je ne me suis jamais plaint parce que, honnêtement, je ne savais pas cuisiner quoi que ce soit de vraiment bon. Chaque soir, elle préparait le dîner pour tout le monde, et je veillais toujours à la remercier. Je lui disais que c'était délicieux, je l'aidais à faire la vaisselle et je restais simplement à l'écart pendant qu'elle cuisinait. Cela nous convenait très bien. Elle semblait heureuse avec cet arrangement et, de mon côté, j'étais plus que ravi d'avoir des repas faits maison tous les jours. Nous avons 2 enfants ensemble, un fils de 13 ans et une fille de 10 ans. Il y a environ 18 mois, mon fils a commencé à regarder des vidéos de cuisine en ligne. Au début, c'était juste quelque chose qu'il faisait sur son téléphone quand il s'ennuyait. Puis il a commencé à poser des questions à Hélène sur différentes techniques et ingrédients. Elle semblait vraiment heureuse qu'il s'intéresse à quelque chose qu'elle aimait. Ils ont commencé à aller au supermarché ensemble tous les samedis matins, et 2 fois par semaine ils préparaient le dîner ensemble. Hélène le guidait à travers les recettes, lui montrait comment couper correctement les légumes et lui expliquait comment assaisonner les plats. Je trouvais ça formidable qu'il partage quelque chose comme ça. Mon fils s'y est vraiment investi. Il a commencé à tenir un carnet dans lequel il écrivait des recettes et des notes sur ce qui fonctionnait ou non. Il regardait des vidéos avant l'école, pendant le déjeuner, chaque fois qu'il avait du temps libre. En environ 6 mois, il s'était amélioré de façon surprenante. Les repas qu'il préparait avec Hélène étaient aussi bons que ceux qu'elle faisait seule. J'étais impressionné, mais je n'y ai pas pensé davantage, si ce n'est que j'étais fier de voir mon fils persévérer dans quelque chose. Puis, il y a environ 2 mois, mon fils est venu me voir un après-midi et m'a demandé s'il pouvait préparer un dîner entier tout seul. Il voulait essayer de faire un plat de pâtes. Il avait regardé des vidéos sur quelque chose avec une sauce crémeuse et de la pancetta. Je lui ai dit que ça avait l'air génial et que j'avais hâte de goûter ça. Hélène était assise sur le canapé à côté, et quand je l'ai regardée, elle avait une expression étrange sur le visage. Elle n'a pas dit non exactement, mais elle a commencé à faire des remarques sur le fait que la recette était peut-être trop compliquée, qu'il devrait attendre d'avoir plus d'expérience, ou qu'au minimum elle devrait superviser. Mon fils avait l'air déçu, alors j'ai dit à Hélène qu'il cuisinait depuis plus d'1 an et que ce serait bien pour lui d'essayer quelque chose tout seul. Finalement, elle a accepté, mais elle n'avait pas l'air contente. Ce samedi-là, Hélène a emmené mon fils au magasin pour acheter les ingrédients. Quand ils sont revenus, mon fils est allé directement dans la cuisine et a dit à Hélène qu'il voulait tout faire lui-même. Elle est venue dans le salon, où ma fille et moi regardions la télévision, et s'est assise sans rien dire. Elle regardait la cuisine du coin de l'œil. Je lui ai demandé si ça allait, et elle a répondu oui, mais clairement ce n'était pas le cas. Sa mâchoire était crispée et elle remuait la jambe de haut en bas, quelque chose qu'elle ne fait que lorsqu'elle est stressée. J'ai essayé de faire la conversation, en lui disant que mon fils voudrait sûrement encore cuisiner avec elle après ça, qu'il voulait juste se prouver à lui-même qu'il pouvait le faire seul. Elle a hoché la tête, mais n'a pas vraiment répondu. Quand mon fils nous a appelés pour dîner environ 1 heure plus tard, j'ai été vraiment surpris par la qualité de ce qu'il avait préparé. Les pâtes étaient parfaitement cuites. La sauce avait une couleur intense et il avait même préparé une petite salade simple pour accompagner. Je me suis assis et j'ai pris une bouchée, et c'était vraiment bon. Pas seulement bon pour un garçon de 13 ans, mais vraiment bon. Les saveurs étaient équilibrées. Rien n'était trop cuit ni cru,
et il avait clairement réfléchi à la présentation. J'ai commencé à le féliciter immédiatement. Je lui ai dit que la sauce était incroyable, que les pâtes étaient parfaites et que j'étais impressionné qu'il ait réussi à tout préparer en même temps. Je lui ai aussi donné quelques petites suggestions pour la prochaine fois, comme ajouter un peu plus d'ail ou laisser la pancetta devenir un peu plus croustillante. J'essayais d'être encourageant tout en lui donnant quelques conseils, comme je pensais qu'un père devait le faire. Ma fille a pris une bouchée et a immédiatement fait une grimace de dégoût. Elle a repoussé son assiette et a dit que c'était mauvais. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Hélène a fait un bruit dans sa gorge et a poussé son assiette en avant. Elle a approuvé ce que ma fille venait de dire, affirmant que les pâtes étaient trop cuites et que la sauce était trop salée. Elle l'a dit d'une manière qui ne ressemblait pas du tout à une critique constructive. J'ai regardé mon fils et son visage a complètement changé. Il fixait son assiette sans manger. J'ai continué à manger en lui disant que c'était vraiment bon, en essayant de compenser ce qu'Hélène venait de dire. Mais le mal était déjà fait. Il a à peine mangé. Et quand Hélène s'est levée pour débarrasser la table, elle a pris l'assiette de ma fille et la sienne sans demander si quelqu'un d'autre avait fini. Je n'ai rien dit devant les enfants. Hélène et moi avons toujours eu une règle, ne pas nous disputer devant eux. Mais après le dîner, j'ai trouvé mon fils dans sa chambre, allongé sur le lit face au mur. Je me suis assis à côté de lui et j'ai posé ma main sur son épaule. Je lui ai dit que sa mère avait probablement passé une longue journée, qu'elle ne se sentait peut-être pas bien et qu'elle ne pensait pas vraiment ce qu'elle avait dit. Je lui ai répété que le dîner était vraiment bon et qu'il devait être fier de lui. Il n'a rien dit, il a simplement hoché la tête. Après quelques minutes, je l'ai laissé seul. Plus tard dans la nuit, après que les deux enfants soient couchés, je suis allé voir Hélène. Elle était dans notre chambre en train de se préparer à dormir comme si rien ne s'était passé. J'ai fermé la porte et je lui ai demandé ce qui s'était passé à table. Elle a essayé de minimiser la situation, disant qu'elle avait simplement été honnête au sujet du repas. J'ai insisté, en lui disant qu'elle avait été inutilement dure et que notre fils en avait clairement été affecté. Alors elle s'est mise en colère, s'est retournée vers moi et m'a demandé quand, dans toute notre vie, j'avais déjà complimenté sa cuisine comme je l'avais fait avec celle de notre fils ce soir-là. Elle a dit que j'avais passé tout le repas à parler de combien tout était incroyable, en lui faisant des compliments détaillés sur des choses précises qu'il avait bien faites. Elle a ajouté que je ne faisais jamais ça pour ses plats, que je disais simplement « merci » et que ça s'arrêtait là. Je suis resté sans voix pendant un instant, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Puis j'ai fait une erreur. J'ai un peu ri, pas parce que je trouvais ça drôle, mais parce que j'étais surpris qu'elle soit jalouse de notre propre fils. C'était à peine un petit souffle par le nez, mais elle l'a entendu. Elle s'est mise à me crier dessus, me demandant ce qu'il y avait de drôle dans ce qu'elle ressentait. J'ai essayé d'expliquer que j'avais été si enthousiaste parce que je voulais encourager notre fils, qu'il ne faisait que commencer et qu'il avait besoin de ce soutien. Je lui ai dit que je ne la complimentais pas autant parce qu'elle était déjà une cuisinière incroyable et qu'elle n'avait pas besoin d'être constamment rassurée. Elle s'est un peu calmée après ça. Elle a admis qu'elle avait été trop dure avec notre fils et qu'elle s'excuserait auprès de lui le lendemain. Je pensais que l'histoire s'arrêtait là. Le lundi matin suivant, je me préparais à emmener mon fils à l'école. Je suis sorti démarrer la voiture pendant qu'il prenait son sac à dos. Quand il est monté dans la voiture, il avait la capuche sur la tête et ne voulait pas me regarder. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et, au début, il n'a pas répondu. Je me suis arrêté quelques maisons plus loin et je lui ai reposé la question. Il m'a alors dit qu'après mon départ, Hélène l'avait pris à part et lui avait expliqué qu'à partir de maintenant, ce serait elle qui ferait toute la cuisine. Qu'elle y avait réfléchi et qu'elle avait décidé qu'il valait mieux pour lui se concentrer sur d'autres choses. La voix de mon fils tremblait en me racontant ça. Je lui ai dit que je parlerais à sa mère et que tout irait bien. Je me suis arrêté à une station-service pour lui acheter une barre de chocolat avant de le déposer à l'école. Ce jour-là, je suis parti plus tôt du travail. Je suis rentré à la maison vers 2h de l'après-midi, avant que les enfants ne reviennent de l'école. Hélène était dans la cuisine et, dès que je suis entré, je lui ai demandé pourquoi elle avait dit à notre fils qu'il ne pouvait plus cuisiner. Elle m'a répondu que c'était sa cuisine et sa décision. Je lui ai demandé comment elle pouvait lui faire ça après avoir promis de s'excuser. Nous avons commencé à nous crier dessus. Je l'ai traitée de vindicative, en lui disant qu'elle punissait notre fils simplement parce qu'elle était en colère contre moi. Elle m'a répondu que notre fils faisait toute une histoire pour rien et que, de toute façon, la cuisine n'était pas quelque chose dans lequel les garçons devraient perdre leur temps. Cette remarque m'a complètement pris au dépourvu, elle n'avait jamais dit quelque chose comme ça auparavant. La dispute s'est terminée lorsque nous étions tous les deux trop en colère pour continuer. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'y suis resté pour le reste de la nuit. Le lendemain, Hélène a emmené ma fille faire du shopping après l'école. Elles sont revenues avec des sacs et des sacs de nouveaux vêtements, de chaussures et de jouets. C'était bien plus que ce dont ma fille avait besoin, et j'ai immédiatement compris ce que faisait Hélène. Elle utilisait notre argent pour gâter ma fille tout en ignorant complètement notre fils. Je l'ai confronté cet après-midi-là et nous nous sommes disputés à nouveau. Ce soir-là, j'ai déplacé définitivement mes affaires dans la chambre d'amis. Pendant le mois qui a suivi, Hélène a continué ce comportement. Elle emmenait ma fille se faire plaisir, lui achetait tout ce qu'elle voulait et parlait à peine à notre fils sauf si c'était absolument nécessaire.
Pendant ce temps, mon fils a arrêté de regarder des vidéos de cuisine, arrêté de poser des questions sur la nourriture. Il rentrait simplement de l'école, faisait ses devoirs et restait dans sa chambre. J'ai essayé d'équilibrer les choses en emmenant mon fils faire des activités qu'il aimait. Parfois, j'emmenais aussi ma fille pour que ça ne donne pas l'impression que j'avais des préférences. Mais quand ma fille venait avec nous, elle passait tout son temps à parler de tout ce que Hélène lui avait acheté ou de l'attention spéciale qu'elle recevait. On voyait que ça dérangeait mon fils, mais il ne disait jamais rien. J'ai parlé à mes parents et à mon petit frère de ce qui se passait. Ils étaient tous d'accord pour dire qu'Hélène avait tort, mais ils répétaient qu'elle finirait par se calmer, que les mariages traversent parfois des périodes difficiles. Aucun d'eux ne semblait comprendre à quel point la situation était devenue grave. Après un mois de ça, je ne supportais plus de regarder Hélène. La voir traiter notre fils comme s'il n'existait pas tout en couvrant notre fille de cadeaux m'a fait la voir sous un jour complètement différent. Nous nous étions déjà disputés au fil des années, mais elle n'avait jamais fait payer les enfants pour nos conflits. Cette fois, c'était différent. J'ai commencé à me demander si je voulais vraiment rester marié à quelqu'un capable d'être aussi cruel envers son propre fils. Je savais que je ne pouvais pas passer directement au divorce. Je devais essayer de faire quelque chose pour réparer la situation, ou au moins essayer. C'est pour ça que je poste ici. J'ai besoin de conseils sur la manière d'aborder l'idée d'une thérapie avec Hélène sans déclencher une autre énorme dispute. Je ne sais même pas si elle acceptera d'y aller. Une partie de moi craint que si je la pousse à faire ça, elle devienne encore pire avec notre fils. Mais je ne peux pas laisser les choses continuer ainsi. Eddie, la nourriture était bonne. Je ne sais pas pourquoi ma fille a fait cette grimace. J'imagine que c'est parce qu'elle est encore une enfant et qu'à son âge, moi aussi je ne voulais manger que des hamburgers et de la pizza. Mise à jour 1. J'ai emmené mon fils chez mes parents le samedi suivant mon premier message. Je leur ai raconté tout ce qui s'était passé et j'ai également laissé mon fils leur expliquer lui-même. Voir leur petit-fils leur raconter tout cela a complètement changé leur attitude. Ma mère s'est mise à pleurer et mon père a dit qu'il soutiendrait quelle que soit la décision que je prendrais. J'ai alors décidé qu'Hélène devait quitter la maison jusqu'à ce qu'elle comprenne ce qui n'allait pas chez elle. Mais je vis au Canada et un avocat m'a expliqué que je devais préparer les papiers du divorce immédiatement. Ici, soit vous restez séparés pendant 1 an, soit vous devez prouver l'adultère ou les abus pour obtenir un divorce plus rapide. L'avocat m'a dit que même si nous réparions les choses, avoir les papiers prêts était une décision prudente. Ce samedi soir-là, mon fils et ma fille sont restés chez mes parents. Moi, je suis rentré à la maison le dimanche matin avec ma mère. Elle a d'abord parlé avec Hélène, parce qu'elles se sont toujours bien entendues. Ensuite, j'ai dit à Hélène qu'elle devait quitter la maison jusqu'à ce qu'elle comprenne pourquoi elle avait traité notre fils de cette façon. Je m'attendais à ce qu'elle refuse, mais elle a accepté. Le fait que ma mère soit présente a sûrement aidé. Je lui ai donné 2 options. Elle pouvait rester chez mes parents où je paierais une chambre d'hôtel à proximité. Ses parents vivent à 6 heures de route, donc ce n'était pas vraiment une option. Je lui ai aussi dit qu'elle devait suivre une thérapie chaque semaine et que je paierais également pour cela. Le lendemain, Hélène et moi nous sommes assis avec notre fils et notre fille pour leur expliquer que leur mère allait rester ailleurs pendant quelque temps. Mon fils semblait comprendre. Ma fille, elle, est devenue très triste et s'est mise à pleurer. Hélène a fini par la calmer en lui promettant qu'elle continuerait à se voir régulièrement. Hélène a emménagé dans la chambre d'amis chez mes parents cet après-midi-là. Pendant le premier mois, les choses semblaient s'améliorer. Hélène assistait à chaque séance de thérapie. Je la retrouvais pour dîner avec les enfants quelques fois par semaine et elle traitait à nouveau notre fils normalement. Elle s'est excusée auprès de lui pour ce qu'elle avait dit et fait, et elle semblait vraiment sincère. Elle se comportait comme la femme que j'avais épousée et j'ai commencé à penser que nous pourrions peut-être réparer les choses. Puis tout s'est effondré pendant la 5e semaine. C'était un vendredi après-midi et je préparais le dîner pour les enfants quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Oui, je sais à quel point ça peut paraître étrange que je prépare le dîner, mais c'était toujours mieux que d'acheter des plats tout faits. Et puis mon fils m'a aidé un peu, ce qui l'encourageait à retourner dans la cuisine. Hélène m'a envoyé une longue série de messages dans lesquels elle m'insultait de toutes les manières possibles. Elle disait que j'essayais de lui voler ses enfants, que je la trompais probablement, que j'étais un idiot qui voulait contrôler sa vie. Les messages continuaient encore et encore. Puis elle a éteint son téléphone et j'ai immédiatement appelé ma mère. Elle m'a dit qu'Hélène avait quitté la maison cet après-midi-là avec toutes ses affaires sans dire où elle allait. Au cours de la semaine suivante, j'ai réussi à reconstituer ce qui s'était passé. Hélène avait parlé de notre séparation à sa meilleure amie, Trinity. Je n'ai jamais aimé Trinity. Elle était célibataire, faisait constamment la fête et, avant que nous ayons des enfants, elle convainquait souvent Hélène de sortir boire avec elle. Trinity a convaincu Hélène que j'essayais de la mettre dehors définitivement et de lui enlever les enfants. Hélène a emménagé chez Trinity et a complètement perdu le contrôle. Elle a arrêté de répondre à mes appels. Ma mère a aussi essayé de la contacter, mais Hélène ne répondait pas non plus. Puis Trinity m'a envoyé un message en me traitant de loser et en disant qu'Hélène était trop bien pour moi. Elle a aussi affirmé qu'Hélène couchait avec un type plus jeune qu'elle avait rencontré dans une boîte de nuit. J'ai fait des captures d'écran de tout. Hélène a passé toute cette semaine-là à faire la fête avec Trinity. D'après ce que j'ai appris plus tard,
C'était drogue et alcool tous les soirs, le genre de vie qu'Hélène avait laissé derrière elle quand notre relation était devenue sérieuse. Le jeudi suivant, à 3 heures du matin, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Hélène avait fait une overdose de quelque chose et quelqu'un l'avait déposée aux urgences sans donner son nom. J'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne surveiller les enfants, puis j'ai conduit jusqu'à l'hôpital. Quand je suis arrivé, on m'a dit qu'elle était stable mais qu'elle dormait. Je suis resté dans la salle d'attente pendant des heures. Quand ils m'ont finalement laissé la voir, elle était réveillée mais dans un état terrible. Elle s'est mise à s'excuser immédiatement, en pleurant et en disant qu'elle avait tout gâché. Elle a confirmé une partie de ce que j'avais déjà compris au sujet de cette semaine-là. Je lui ai demandé directement si elle avait couché avec quelqu'un. Elle a cessé de parler et a simplement fixé le sol. C'était toute la réponse dont j'avais besoin. Je lui ai dit que ce n'était ni le moment ni l'endroit pour discuter de tout cela, qu'elle devait se concentrer sur sa guérison. Puis je suis parti. Le lendemain matin, je suis retourné à l'hôpital. Ils étaient justement en train de donner à Hélène son autorisation de sortie quand je suis entré dans la chambre. Quand les médecins ont dit qu'elle allait bien, j'ai sorti les papiers du divorce. Je lui ai dit que j'attendais qu'elle les signe dans une semaine. Je lui ai aussi dit que j'avais des preuves qu'elle m'avait trompé pendant notre séparation. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, Hélène m'a appelé sans arrêt. Certains jours, elle pleurait et me suppliait de lui donner une autre chance, disant qu'elle avait commis une terrible erreur. D'autres jours, elle me criait dessus, m'insultait et menaçait de rendre le divorce aussi difficile que possible. Elle alternait entre ces deux comportements. Sa famille et ses amis ont aussi commencé à m'écrire. Sa sœur m'a traité de salaud sans cœur. Sa mère a dit que j'abandonnais Hélène au moment où elle avait le plus besoin de moi. Trinity m'a envoyé d'autres messages disant que j'avais détruit la vie d'Hélène. Je comprends que ce n'était pas forcément le meilleur moment pour lui remettre les papiers, mais elle allait déjà bien et, si elle faisait une nouvelle crise, au moins elle se trouvait à l'hôpital. J'étais sûr que c'était ce que je devais faire. Je ne voulais plus d'elle dans ma vie et je ne voulais pas que mes enfants soient près d'elle après tout ce qu'elle avait fait. Je prévois de demander la garde complète. Je n'ai pas encore parlé du divorce à mon fils et à ma fille. Ils pensent que leur mère est toujours partie pour essayer d'aller mieux. Je compte leur en parler dans une semaine ou 2, quand l'école sera terminée. Ok, attendez, une seconde. Donc elle est vraiment partie? Genre, elle a fait ses valises et a juste disparu avec Trinity? Après tout ça? Après la thérapie, après les excuses, après que les choses commençaient réellement à s'améliorer? Et ensuite Trinity envoie un message disant qu'Hélène couche avec un type rencontré en boîte? Je n'en reviens pas. Vraiment. Et puis cet appel de l'hôpital à 3 heures du matin. Franchement, j'ai eu des frissons en lisant ça. Parce que peu importe ce qu'Hélène a fait, ça reste la mère de quelqu'un. Ça reste une épouse qui s'est complètement perdue en quoi, 2 semaines? Mais je dirais ceci, le narrateur ne s'est pas effondré. Il a conduit jusqu'à cet hôpital au milieu de la nuit, il est resté assis là pendant des heures, et il a quand même géré la situation avec une certaine dignité. Ça demande une certaine force, honnêtement. Cette histoire est passée d'une dispute dans la cuisine à un véritable effondrement de toute une vie en un temps record. Je ne m'y attendais absolument pas. Mise à jour 2. Hélène a signé les papiers du divorce. Cela a pris 3 semaines au lieu d'une, mais au final elle les a signés. Son avocat a essayé de contester l'accusation d'adultère, mais j'avais les captures d'écran des messages de Trinity et Hélène a finalement admis ce qui s'était passé. Cela signifiait que nous pouvions avancer sans attendre un an. La bataille pour la garde des enfants a été plus difficile que je ne l'avais prévu. L'avocat d'Hélène a soutenu qu'elle traversait une crise de santé mentale et qu'elle méritait une autre chance d'être une mère correcte. Mon avocat a évoqué l'abus émotionnel envers mon fils, l'overdose, la consommation de drogue et l'infidélité. Nous avons fini par parvenir à un compromis. J'ai obtenu la garde principale et Hélène a droit à des visites surveillées un week-end sur 2. J'ai parlé du divorce à mon fils et à ma fille le premier jour des vacances d'été. Ma fille a pleuré pendant des heures. Mon fils m'a demandé si c'était à cause de l'histoire de la cuisine, et je lui ai dit non, que sa mère et moi avions des problèmes qui n'avaient rien à voir avec lui. Je ne pense pas qu'il m'ait cru, mais je lui ai répété plusieurs fois. Les parents d'Hélène sont venus la semaine suivante et sont restés quelques jours. Ils ont beaucoup emmené ma fille sortir et ont aussi essayé de passer du temps avec mon fils, mais ils trouvaient toujours des excuses pour les éviter. Avant de partir, son père m'a pris à part et m'a dit que j'avais détruit la vie de sa fille. Je lui ai rappelé qu'elle l'avait détruite elle-même. La première visite surveillée a eu lieu dans un centre communautaire il y a 3 semaines. Ma mère est venue avec moi et elle est restée avec Hélène, mon fils et ma fille pendant 2 heures pendant que j'attendais dans le parking. Ma mère m'a dit que ça s'était bien passé. Ma fille était heureuse de voir Hélène. Mon fils était poli mais distant. Hélène a pleuré plusieurs fois. Mon fils a recommencé à cuisiner seul le mois dernier. Un jour, je suis rentré du travail et je l'ai trouvé dans la cuisine en train de préparer un sauté de poulet. Je lui ai demandé s'il voulait de l'aide et il m'a répondu non. Il est malin, il m'a empêché de tout gâcher. Quand le dîner a été prêt, nous nous sommes assis tous les 3 pour manger. Ma fille a fait une grimace au début, peut-être par habitude, mais après avoir goûté la nourriture, elle a dit que c'était bon. Mon fils n'a rien dit, il a simplement continué à manger. Depuis,
Il cuisine 2 fois par semaine. Il aimerait le faire plus souvent, mais j'ai l'impression d'être un père qui exploite son fils. Les autres jours, mon fils m'aide, mais j'essaie de préparer le plus possible moi-même. Nous avons aussi parfois des journées pizza. La deuxième visite d'Hélène a eu lieu le week-end dernier. Cette fois, elle a demandé si elle pouvait emmener les enfants chez mes parents au lieu de les voir au centre communautaire. J'ai accepté parce que ma mère serait toujours là pour superviser. Ma fille est revenue en parlant de la façon dont Hélène lui avait promis de l'emmener faire du shopping bientôt. Mon fils, lui, est rentré silencieux et est allé directement dans sa chambre. Je lui ai demandé plus tard si tout allait bien. Il m'a dit qu'Hélène n'arrêtait pas de lui poser des questions pour savoir si je voyais quelqu'un, si je parlais d'elle, ce genre de choses. Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de répondre à ce genre de questions s'il n'en avait pas envie et que, si elle insistait, il devait m'en parler. Le divorce devrait être finalisé d'ici le mois prochain. Après cela, Hélène veut modifier l'accord de garde. D'après ma mère, elle est sobre depuis presque 2 mois et continue d'aller en thérapie. Son avocat a déjà envoyé une lettre disant qu'elle souhaite passer à des visites non surveillées. Je ne suis pas encore prêt à envisager cela. Ma fille me demande quand elle pourra dormir chez sa mère, et je lui réponds, bientôt, sans donner de date. Mon fils, lui, ne l'a jamais demandé une seule fois. Ma relation avec mes 2 enfants a changé depuis que tout cela a commencé. Ma fille est en colère contre moi la plupart du temps. Elle me rend responsable du divorce, même si je lui ai déjà expliqué ce qui se passe, en adaptant mes explications à ce qu'une enfant de 10 ans peut comprendre. Elle fait des remarques en disant que tout était mieux avant, que j'ai tout gâché. Je pense que mes enfants s'en sortiraient mieux en parlant à quelqu'un qui comprend ces choses. J'ai peur de faire une erreur et de dire quelque chose que je ne devrais pas. Mon fils est différent. Il est plus silencieux qu'avant. Il fait ses devoirs, aide à la maison, cuisine quelques fois par semaine, mais il ne me parle plus comme avant. Avant tout ça, il me racontait les vidéos qu'il regardait ou ce qu'il apprenait à l'école. Je pensais que faire partir Hélène de la maison arrangerait les choses pour lui, mais je ne suis plus sûr que ce soit le cas. Hélène m'a envoyé un message la semaine dernière pour me demander si nous pouvions parler en personne, juste tous les deux. Je lui ai répondu qu'il n'y avait rien à dire, que le moment pour ça était déjà passé. Mais elle semble déterminée à parler, même si je n'ai aucune idée de ce qu'elle pourrait vouloir. Si c'était à propos de l'accord de garde, elle passerait par les avocats. Alors les papiers du divorce ont été signés. Hélène a admis l'infidélité. La bataille pour la garde a eu lieu. Et je sais que certaines personnes vont dire que le narrateur a été froid en lui donnant ses papiers directement à l'hôpital, mais honnêtement, à ce stade, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Il lui avait donné toutes les chances possibles. Absolument toutes. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le fils qui demande « Est-ce que c'est à cause de l'histoire de la cuisine ?» Cette question m'a un peu brisé le cœur. Parce que cet enfant porte cette culpabilité depuis tout ce temps. Et on peut lui dire 1000 fois que ce n'est pas sa faute, son père l'a fait, mais les enfants ressentent les choses différemment. Il va garder ça en lui pendant un moment. La fille qui pleure pendant des heures, le fils qui devient silencieux, ce sont 2 enfants qui vivent la même perte de 2 façons complètement opposées. Et les 2 réactions sont légitimes. Cette partie m'a semblé très réelle. Mise à jour 3. Le divorce a été finalisé le mois dernier. Hélène n'a pas contesté les conditions finales. J'ai gardé la maison, la garde principale des 2 enfants et la majorité de nos économies, puisque j'étais le seul à travailler depuis les 8 dernières années et que l'infidélité a joué un rôle majeur. Si elle n'avait pas été infidèle, j'aurais probablement dû lui donner 50% de la maison et de mes économies. Elle a gardé sa voiture et un peu d'argent pour recommencer à vivre seule. Elle a emménagé dans un appartement à environ 20 minutes d'ici. C'est un petit appartement avec une seule chambre, mais elle a dit qu'elle cherchait un emploi et un logement plus grand où les enfants pourraient avoir leur propre chambre pour y passer la nuit. Ce qu'elle dit est une chose, ce qui se passera réellement en est une autre. Les visites surveillées ont continué pendant 6 semaines supplémentaires. Ma fille y allait toujours avec enthousiasme. Mon fils y allait sans se plaindre, mais ensuite il ne disait presque rien sur ce qui s'était passé. Puis l'avocat d'Hélène a déposé une demande pour supprimer l'obligation de visite surveillée. Il y a eu une audience où Hélène devait prouver qu'elle était stable. Elle a présenté des documents prouvant qu'elle suivait sa thérapie et qu'elle avait un emploi stable. Mais elle a échoué à un test de dépistage de drogue. Le juge a non seulement refusé les visites non surveillées, mais il a aussi suspendu les visites surveillées. Avant cela, Hélène m'avait demandé si j'avais réfléchi à ce qu'elle m'avait écrit à propos d'une discussion en personne. Je l'avais ignoré parce que je lui avais déjà donné ma réponse, mais elle ne l'a pas acceptée et elle s'est présentée à la maison en sachant que les enfants seraient chez mes parents. Elle m'a dit qu'elle travaillait sur beaucoup de choses en thérapie et qu'elle comprenait maintenant pourquoi elle avait réagi comme elle l'avait fait à propos de la cuisine de mon fils. Pour préciser, c'était avant qu'elle échoue au test de drogue nécessaire pour modifier l'accord de garde. Elle m'a expliqué que lorsque j'avais autant félicité mon fils, des sentiments liés à sa propre mère et à sa grand-mère étaient remontés à la surface. Apparemment, sa grand-mère était extrêmement critique envers la cuisine de sa mère, la comparant toujours à la sienne et la jugeant inférieure. Hélène a grandi en regardant sa mère essayer désespérément d'obtenir l'approbation de sa grand-mère, sans jamais y parvenir. Quand Hélène est devenue une bonne cuisinière,
C'était la première fois que sa grand-mère lui donnait de vrais compliments. Elle a dit que lorsque j'avais félicité la cuisine de notre fils avec autant d'enthousiasme, elle avait eu l'impression que je lui faisais ce que sa grand-mère faisait à sa mère. Elle avait l'impression que je la remplaçais par une version meilleure d'elle-même, exactement comme sa grand-mère laissait entendre que sa mère était une déception. J'ai tout écouté sans dire grand-chose. Quand elle a terminé, je lui ai dit que je comprenais son explication, mais que cela n'excusait pas ce qu'elle avait fait à notre fils. Elle a reconnu que c'était vrai. Elle a dit qu'elle savait qu'elle lui avait fait beaucoup de mal et qu'elle essayait de réparer les choses, mais qu'elle savait aussi qu'il était peut-être déjà trop tard. Elle m'a demandé s'il y avait une possibilité d'essayer à nouveau, pas immédiatement, mais peut-être plus tard, quand elle aurait prouvé qu'elle allait mieux. Je lui ai répondu non. Alors elle s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'elle s'attendait à cette réponse, mais qu'elle avait espéré que j'aurais changé d'avis. Je lui ai répété non. Il s'est passé trop de choses, les abus envers notre fils et l'infidélité, pour que ce soit possible. Au moins, mes enfants vont beaucoup mieux. Je le remarque surtout chez mon fils, qui cuisine davantage et qui est enthousiaste à l'idée d'apprendre de nouvelles choses, tandis que ma fille est déjà plus ouverte avec moi et visiblement moins bouleversée qu'avant. La thérapie les aide énormément, bien plus que ce que je pourrais faire seul. Édition 1, pour clarifier 2 choses. Premièrement, j'ai arrêté de payer la thérapie d'Hélène depuis qu'elle a été infidèle. Je ne le faisais que lorsque je pensais qu'elle faisait réellement des efforts pour améliorer les choses, quand nous avions encore une chance. Deuxièmement, les 2 enfants sont bien les miens. Des tests ADN ont été demandés au milieu du divorce dans le cadre des procédures normales de garde. Je n'ai pas jugé nécessaire de le préciser parce que je pensais que c'était la norme. Peut-être que ce ne l'est pas et que c'était simplement mon avocat qui l'exigeait, mais j'étais tellement dépassé par tout ce qui se passait que je ne me souviens pas des détails, seulement du résultat. Édition 2, Hélène est entrée dans un programme de traitement des addictions grâce à ses parents. Je ne pense pas que son problème de drogue soit si grave puisqu'il ne dure pas depuis des années, mais c'est une bonne chose que ses parents se préoccupent d'elle et l'aident avant que cela ne devienne pire. Même le fait d'être dans ce programme l'aidera à rester loin de Trinity, qui est essentiellement la personne qui a contribué à détruire la vie d'Hélène. Quelque chose que ses parents et sa famille commencent aussi à comprendre. Alors Hélène s'est présentée à la maison pour s'expliquer. Et écoutez, je vais lui reconnaître une chose, son explication à propos de sa grand-mère et de sa mère. C'était en fait très lucide. C'est clairement quelque chose que la thérapie l'a aidé à comprendre. Et ça a du sens. Vraiment. Mais ensuite elle a échoué au test de drogue. Après avoir demandé des visites non surveillées. Après tout ça. Puis elle a demandé s'il y avait une chance qu'il puisse réessayer, et le narrateur a simplement répondu « non ». Un non clair. Et honnêtement, que pouvait-il dire d'autre à ce stade? La partie qui m'a le plus marqué, c'est quand elle a dit qu'il était peut-être déjà trop tard avec son fils. Et je pense qu'au fond d'elle, elle sait que c'est vrai. C'est la partie la plus triste de toute cette histoire. Pas le divorce, pas la drogue. Mais une mère qui a regardé son propre enfant, et qui a laissé la jalousie prendre le dessus. Et maintenant, elle doit vivre avec ça. Mise à jour 4. Je pensais qu'après toutes ces années, vous aimeriez peut-être avoir des nouvelles de nos vies, une sorte de conclusion, parce que je n'avais pas grand-chose à raconter après ma dernière mise à jour et mes dernières modifications. Mon fils vient d'avoir 18 ans et il est entré dans une école de cuisine pour suivre ce qu'il aime. Je ne connais personne qui ait été aussi sûr de ce qu'il voulait faire plus tard, mais mon fils le sait depuis qu'il a commencé à cuisiner. Il a ce projet, à la fois fou et merveilleux, voyager à travers le monde une fois ses études terminées. Il veut travailler dans différents pays, dans différents restaurants, et absorber un peu de chaque cuisine. Ma fille a maintenant 14 ans et va beaucoup mieux. En partie parce que la thérapie l'a aidée, mais aussi parce qu'elle a grandi et comprend mieux les choses d'adulte. Elle comprend maintenant tout ce que sa mère a fait, et cela l'a rapprochée de son frère. La nourriture y est peut-être aussi pour quelque chose, car il n'y a personne qui ne l'apprécie pas. Elle commence elle aussi à découvrir certaines passions et je l'aide à les poursuivre. C'est une bonne chose, quand on est si jeune, de savoir ce qu'on aime et de le poursuivre. Si je peux faire ça pour ma fille aussi, je ferai tout mon possible. Hélène est un cas à part, et pas un très bon. Après un certain temps en cure de désintoxication et quelques mois de sobriété, elle a de nouveau demandé une modification de l'accord de garde. Cette fois, les tests de dépistage de drogue étaient négatifs, mais ce qu'elle demandait était différent. Premièrement, elle a engagé un autre avocat, parce que le premier, autant que je sache, ne voulait plus continuer à s'occuper de son dossier après les tests positifs. Deuxièmement, elle a demandé la garde de ma fille. Au fil des années, j'ai eu plusieurs conversations avec ses parents, qui maintiennent une relation avec leurs petits-enfants, et ils m'ont raconté des choses intéressantes. Après son traitement, elle est revenue avec cette idée que mon fils était responsable de tout, y compris de son mariage. Ses parents étaient déjà très en colère contre elle lorsqu'elle avait échoué à son test de dépistage, mais l'entendre dire quelque chose contre leur petit-fils a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle a été expulsée de chez ses parents et je pense qu'elle est allée vivre chez l'amie dont je vous ai parlé ou chez une autre. Sa demande n'a abouti à rien à cause de tout son passé, et après cela il n'y a plus eu de nouvelles procédures.
Je pense qu'elle a manqué d'argent ou de patience pour continuer à se battre pour être mère. Peu de temps après, elle est partie vivre avec son petit ami dans une petite ville de l'intérieur du Canada et je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes d'elle. Ses parents en savent un peu plus, mais à voir l'expression sur leur visage, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Ils évitent d'en parler. Je ne me souviens pas que mon fils ait parlé de sa mère pendant tout ce temps, je pense qu'il est encore blessé par ce qui s'est passé. Ma fille, elle, l'est moins, même si ce n'est pas comme si elle demandait à la voir. Elle est curieuse d'entendre parler de sa mère, mais elle sait les mêmes choses que vous et elle a arrêté de poser autant de questions depuis qu'elle sait qu'elle vit avec un autre homme. Je fréquente quelqu'un depuis presque 2 ans et tout se passe bien. Mes enfants la connaissent déjà et l'ont acceptée. Ils n'ont aucun problème avec le fait que je vois quelqu'un, parce qu'ils m'ont dit qu'ils me trouvaient un peu triste avant. C'est possible, même si je n'avais pas vraiment le temps de penser à moi et que j'étais concentré sur d'autres choses. Je ne vois rien d'autre à ajouter, alors merci beaucoup et salutations à tous. Mise à jour sur Trinity, malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'informations, seulement ce que j'ai entendu. Elle a été arrêtée plusieurs fois pour exhibition indécente, mais je préfère ne pas imaginer le genre de nuit sauvage que cette femme a dû vivre. Je ne pense pas que sa vie soit très stable si, à son âge, elle sort encore comme une rockstar. Alors ma famille YouTube, voici mon opinion générale sur cette histoire. Je vais être honnête avec vous, quand cette histoire a commencé, j'ai vraiment eu de la peine pour Hélène. Vraiment. Parce qu'une fois qu'on entend son explication sur la raison pour laquelle elle a réagi comme elle l'a fait, toute cette histoire avec sa grand-mère qui faisait sentir sa mère inutile, et elle qui avait l'impression que le narrateur la remplaçait de la même façon, je me suis dit, d'accord, psychologiquement ça se comprend. C'est un vrai traumatisme. Une vraie blessure. Mais voilà le problème. Comprendre pourquoi on a blessé quelqu'un n'efface pas le fait qu'on l'a blessé. Hélène a pris sa douleur d'enfance non résolue et l'a dirigée directement vers son propre fils de 13 ans. Un enfant qui voulait simplement faire des pâtes. Et c'est là que ma sympathie s'est arrêtée. Et tout ce qui s'est passé ensuite, la spirale avec Trinity, les fêtes, l'overdose, l'infidélité, montre ce qui arrive quand quelqu'un refuse d'affronter correctement ses problèmes. Hélène avait toutes les ressources possibles à sa disposition, une thérapie payée, un endroit où rester, un mari qui essayait encore. Et elle a tout jeté par la fenêtre en une semaine parce qu'une amie toxique lui a murmuré les mauvaises choses à l'oreille. C'est tragique, mais c'est aussi un choix. Le véritable héros de cette histoire, et on n'en parle pas assez, c'est ce fils. Il a été humilié publiquement à sa propre table, on lui a interdit de faire quelque chose qu'il aimait, il a vu sa famille se briser. Et malgré tout, il est retourné dans la cuisine. Silencieusement. Tout seul. La résilience de cet enfant est incroyable. Maintenant, les leçons, parce qu'il y en a plusieurs. Premièrement, vos traumatismes non guéris finissent toujours par retomber sur quelqu'un. Réglez-les avant qu'ils ne retombent sur vos enfants. Deuxièmement, les personnes dont vous vous entourez comptent énormément. Trinity n'a pas créé les problèmes d'Hélène, mais elle a versé de l'essence sur chacun d'entre eux. Troisièmement, parfois, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour vos enfants est de les protéger, même si cette protection est douloureuse. Et la dernière ? Ne découragez jamais un enfant qui aime cuisiner. Il pourrait bien finir un jour dans une école de cuisine. Alors qu'en pensez-vous, les amis ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt dans la prochaine vidéo.